Bien, bonjour à tous, merci d'être venus pour cette dernière conférence de la journée. C'est toujours beaucoup de courage de venir à cette heure-ci. Je vais vous parler de données sous un angle particulier qui est celui du journalisme. Donc d'un cas d'usage assez spécifique, on va parler de journalisme géospatial. On aime bien donner des noms et des sous-domaines au journalisme, ça fait toujours très neuf, ça reste du journalisme. Donc comment informer avec des images satellites. Moi je m'appelle Denis Vanier, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé en presse écrite, en agence de presse, et j'ai travaillé ensuite en radio et en télé, avant de m'intéresser au data journalisme, qui a émergé il y a une dizaine d'années. Et maintenant, je reviens à mes premiers amours, qui sont la géographie, et notamment les cartes, puisque j'ai fait des études de géographie avant de devenir journaliste, pour m'intéresser au potentiel d'information des cartes. J'ai parallèlement aussi, ces dernières années, travaillé dans un lab qui travaillait beaucoup sur l'innovation dans les médias, aussi bien l'innovation éditoriale que l'innovation marketing et économique. Et donc voilà, j'ai pris mon indépendance il y a quelques mois. Pour resituer un peu le contexte, vous n'êtes peut-être pas tous familiers de ce secteur spécifique qui est le journalisme. On travaille avec des matières premières. Avant tout, la matière première la plus fréquente, c'est des communiqués de presse, ou des rapports, ou des dossiers de presse, ou des études scientifiques, pourquoi pas, mais on s'appuie sur de la matière écrite, mise en forme, anglais, qui est retranscrite. Beaucoup de journalistes travaillent sur de la parole, de l'interview. C'est même la valeur ajoutée des journalistes. Aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à aller chercher de l'information à travers du discours, à lire entre les lignes, à comprendre la rhétorique politique notamment. L'autre matière première, alors, qui est souvent préférée des gens qui débutent dans cette profession, c'est le reportage de terrain. C'est l'idée d'aller chercher de la matière, de la donner directement par son témoignage sur le terrain, avec une caméra, avec un micro, et de témoigner d'une réalité. Et puis il y a une dizaine d'années, une nouvelle génération de journalistes, pas forcément d'ailleurs issus des mêmes filières que le journalisme classique, c'est-à-dire une filière très littéraire, puisqu'il faut admettre que dans le journalisme, il y a beaucoup de littérateurs, comme on dit, très peu de matheux, voire des littérateurs qui méprisent un peu les matheux et les techniciens, et une nouvelle génération de journalistes venant notamment d'études scientifiques, d'études mathématiques ou géographiques, se sont intéressés au potentiel de la donnée, et notamment de la donnée brute. Alors, on peut débattre de ce qu'est de la donnée brute, mais en tout cas de la donnée non retravaillée telle qu'elle l'est, par exemple, dans des dossiers de presse de l'INSEE ou dans des communiqués de presse de l'INSEE. Certains se sont dit, donnez-moi les données, je vais les retravailler pour angler mon sujet. Donc ça, on l'a vu apparaître en France à peu près en 2010 avec un média qui s'appelait OVNI. Et puis, un peu parallèlement, mais c'est assez nouveau, et c'est le sujet auquel je m'intéresse aujourd'hui, c'est du journalisme dont la matière première est tirée de capteurs, des capteurs qu'on va soi-même mettre en place, éventuellement avec une population, et qu'on va soi-même paramétrer, régler pour aller toucher à l'origine de la donnée. Ça peut être des capteurs des capteurs de mouvement pour mesurer des vitesses, des capteurs GPS, ça peut être des capteurs de température, de pollution. Et on peut imaginer des formats journalistiques autour de ces capteurs. Et parmi ces capteurs, évidemment, il y a les capteurs optiques ou radars qu'on trouve sur les satellites. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une forme particulière de journalisme de capteur. Alors c'est pareil, c'est pas une terminologie qui existe, mais en tout cas, voilà pour le cadre général. On va s'intéresser à des données le plus proche possible de leur source. Là aussi, pour vous donner un ordre de contexte, ça va vous permettre de comprendre ce qui vient par la suite. Dans une démarche journalistique, on commence par angler un projet éditorial. Quand on fait du journalisme, on a d'abord un projet éditorial, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la thématique de l'environnement, par exemple dans une zone urbaine, dans des zones urbaines très peu végétalisées, et on va essayer de comprendre comment les habitants vivent ces pics de chaleur, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Voilà. Donc un projet éditorial.
à partir desquels on va aller identifier des sources d'informations, qui peuvent être des données brutes, des experts, des habitants qui vont nous donner des informations. On associe toujours, alors ça c'est une démarche qui est assez variable, mais qui me semble indispensable, on associe des experts, qui peuvent être des experts techniques, des experts métiers, à ce sujet, parce qu'un journaliste seul ne peut pas travailler, un journaliste n'est expert en rien du tout. D'ailleurs, la seule capacité d'un journaliste, c'est à mobiliser des informations éparses, à les mettre en cohérence et à mettre en doute en permanence des informations. Et ensuite, une fois que le travail d'extraction des données a été opéré, on va extraire des informations. Alors en journalisme, on distingue la donnée de l'information. C'est généralement une information à caractère d'intérêt général, c'est-à-dire dont la divulgation fera du bien à la société, ou en tout cas dont la société peut s'emparer pour changer des choses. Donc des informations d'intérêt général. Et ensuite, alors ça c'est plus la partie vraiment technique qui est propre aux journalistes, c'est la diffusion de ces informations sous des formats qui peuvent être des formats audiovisuels, télé, web interactifs, des formats immersifs. Et la technicité du journalisme aujourd'hui, elle est là. Elle est vraiment sur comment on raconte des histoires avec une forme la plus engageante possible. Donc sous une format qui soit à la fois claire, précise, pour ne pas trahir évidemment les données et les informations, et suffisamment engageante pour que les gens aient envie de le lire, de le regarder. Donc la matière première qui nous intéressait, c'est ça, concrètement, des images satellites. Celle-ci a été retravaillée, on va voir comment. 2-3 exemples de formats publiés qui ont fait appel à des images satellites. D'abord celui-ci, publié il y a quelques semaines par Reuters Graphics, il y a 2 mois exactement, par Reuters Graphics, l'agence de presse britannique, qui fait très bon travail sur ce type de données. Si tout va bien, je suis connecté. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un long format, qui tente d'expliquer ce qu'il s'est passé au moment du retrait des troupes américaines et de l'arrivée des talibans sur l'aéroport de Kaboul. Vous l'imaginez, c'était très difficile d'avoir beaucoup d'informations. Les journalistes ont fui, eux aussi, les journalistes occidentaux, donc se trouvaient à l'intérieur bloqués ou parfois sont partis très vite. Il fallait pouvoir documenter ce qui se passait à l'aéroport. Et là, des journalistes ont essayé d'aller chercher des informations, notamment dans les images satellites. Celles-ci ont été fournies par Maxar. On va repasser en vue tout à l'heure les différentes sources d'informations. Maxar a fourni ces images satellites suffisamment détaillées, avec un niveau de détail de 50 cm par pixel, qui permettent d'identifier des individus. Et donc non plus seulement de compter des maisons ou de compter des voitures, mais de compter des individus. Et sur ces images satellites, on distingue très clairement la foule qui essaie d'aller vers les avions pour fuir les talibans. Voilà, les photos ont été d'ailleurs dans ce format-là retranscrites dans leur environnement avec un fichier dessiné tout autour. Et là, on voit très clairement effectivement les gens qui affluent autour des avions pour essayer de fuir. Voilà un des exemples qui a plus pour but de raconter une histoire, d'appuyer par des images une réalité, la réalité tragique de l'arrivée des talibans et de l'inquiétude des habitants, des Afghans à ce moment-là. Autre exemple, alors ça c'était donc des photos, autre exemple d'actualité avec les incendies qui ont dévasté des centaines, des milliers d'hectares à la fois aux États-Unis, en Europe, en Afrique durant l'été. Beaucoup d'images satellites là aussi disponibles très rapidement, qui ont permis d'identifier rapidement les zones dévastées par les incendies, y compris dans des régions où la présence de médias n'était pas forcément habituelle et où il était difficile de se rendre rapidement. Alors autant les incendies qui ont eu lieu en Californie ont été documentés, on savait précisément ce qui se passait. On ne savait pas du tout ce qui se passait, ou presque pas, en Russie, dans des zones un peu éloignées. C'était aussi assez difficile de savoir réellement ce qui se passait en Algérie. En Grèce, c'était plus ou moins facile, mais en tout cas, ces photos satellites ont permis de déterminer avec précision l'ampleur, la rapidité, les fronts de feu. Donc c'est pas seulement des images qui ont été utiles pour
pour les secours, pour les pompiers, mais aussi pour identifier une urgence et retranscrite là aussi par Authors Graphics dans ce format. Un autre exemple, alors c'est Info Amazonia. Info Amazonia, c'est un des premiers médias au monde qui a réalisé ce qu'on appelle du géojournalisme, encore un acronyme. Le géojournalisme, c'est des journalistes qui s'appuient essentiellement sur des données géographiques, raster, des données vecteurs, qui manipulent QGIS et autres logiciels pour extraire des nouvelles informations. Là, on est aussi dans un cas où les photos satellites sont la seule source d'information pour comprendre ce qui se passe. Là, vous voyez le Rio Tapajós, qui est un des affluents de l'Amazone, et comme dans pas mal de régions d'Amazonie, elles sont convoitées pour l'or alluvionnaire qu'on trouve dans les différentes rivières. Bon, c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai travaillé quelques années en Guyane française où il y avait ce même problème d'orpaillage clandestin. Et on arrive à identifier très facilement, alors pas toujours en hélicoptère parce que ça coûte cher d'aller en hélicoptère, mais par des images satellites, des zones turbides dans les eaux. Alors c'est les zones un peu blanches que vous voyez ici. Ces zones indiquent que les alluvions ont été mélangées. D'habitude, les eaux du Rio Tapajós ou de l'Amazone sont très noires. Là, elles sont quasiment blanches. Ça indique une activité d'orpaillage clandestin. Et on identifie, alors je vais quand même ouvrir, je vais éviter de trop ouvrir d'onglets parce que voilà, ça c'est le reportage qui a été publié par Info Amazonia, un site brésilien qui documente les agressions faites à la forêt amazonienne depuis une dizaine d'années. Et donc ils ont comparé des images de 1984 de ce même Rio Tapajós avec des images plus récentes, notamment en 2020, où on voit que les zones, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais beaucoup de zones très claires qui sont en fait des zones attaquées par les orpailleurs. Et on parvient comme ça à identifier, voire à mesurer les surfaces déforestées. Et quand on va un peu plus loin sur ce type de sujet, c'est ce que fait beaucoup Info Amazonia, ils essaient de surveiller les agressions faites aussi sur les réserves indiennes, parce qu'il y a beaucoup de réserves, et aussi bien les forestiers que les orpailleurs ont tendance à mépriser ces limites qui permettent de protéger les peuples premiers. Voilà, donc ça c'est le type de format qui utilise presque exclusivement des images satellites, là aussi avec des définitions suffisamment bonnes pour pouvoir identifier quasiment des baraques, des installations ou les moteurs qui servent à faire de l'orpaillage. Et un autre exemple, là aussi vous avez dû en entendre parler ces derniers mois, alors c'est sorti plutôt l'année dernière, vous savez que en Chine, dans la région du Xinjiang, qui est une région à majorité musulmane, une population qu'on appelle les Ouïghours sont réprimés par le pouvoir chinois et on a soupçonné à un moment qu'ils soient carrément enfermés, internés dans des camps d'internement, qu'on peut même appeler assez clairement des camps de concentration, puisque on voit bien sur ces images satellites qu'on construit des camps avec des miradors qui prennent la forme de prisons de haute sécurité, avec autour des zones d'activité qui sont en fait des champs, probablement des champs de coton d'après les chercheurs qui ont travaillé ces images. Et là aussi, région inaccessible, dont on peut avoir aussi aucune information. Il est très difficile d'avoir de témoignages des populations, puisque très peu en ressortent. Et donc ce travail a été publié de manière éparse, mais il a été constitué par une équipe, je ne sais pas si vous connaissez le terme d'OSINT, mais qui est un terme qui qualifie tous ceux qui essaient d'identifier la source d'une vidéo, d'identifier où elle a été prise, éventuellement de reconstituer l'ensemble d'une histoire à partir de photos satellites. J'essaie d'accélérer un petit peu. Voilà, ça c'est en détail des images encore plus précises, avec une définition de 50 cm par pixel des installations. Et un dernier exemple au Soudan. Alors ça c'est une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on entend des tirs près d'un bâtiment qu'on suspecte être le QG des services secrets soudanais dans la capitale à Khartoum. Et qui là aussi a été vérifié par un collectif qu'on appelle Bellingcat. C'est un collectif de journalistes, techniciens, informaticiens qui travaillent sur
sur la vérification d'informations et ils déploient des quantités, des efforts phénoménaux pour ce genre de travail. Ils travaillent beaucoup aussi ils ont beaucoup travaillé sur la Russie récemment. Quand on travaille avec des données géographiques, quand on est journaliste, là aussi je ne sais pas s'il y a des spécialistes de télédétection parmi vous ou des géomaticiens, mais vous n'allez pas apprendre grand-chose et probablement que d'ailleurs vous pourrez intervenir pour me corriger au besoin, mais quand on parle aux journalistes de photosatellites, on leur dit qu'il y a des choses élémentaires à comprendre, notamment la question de la définition. On ne va pas chercher le même satellite en fonction de la définition qu'on cherche. Ici, à gauche, on a la définition sur plusieurs mètres par pixel de Sentinel-2. Et à droite, les satellites de Planet Labs, mais SkySat, mais qui pourraient être aussi satellites d'Airbus, qui ont une définition de 50 cm, voire en dessous, par pixel. Et donc, qui permettent d'identifier, on n'identifie pas les mêmes choses. À gauche, on identifie des bâtiments. À droite, on identifie des voitures, voire des personnes. Et puis, ce qui là aussi est évident pour des spécialistes de la télédétection, mais qui ne l'est pas du tout pour des journalistes, c'est qu'avec des photos satellites, on peut voir bien au-delà du visible. On n'a pas seulement ces trois canaux rouge, vert, bleu qui permettent de recomposer une image ou que les vidéastes connaissent bien, mais on peut aller voir ailleurs pour aller plus finement sur le type de matière qui se trouve sous nos pieds et identifier plus finement de la végétation, identifier de la chaleur. Et la plupart des nombreux satellites ont des... je ne sais pas si c'est moi qui fais cette... La plupart des satellites, on les appelle multispectraux, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs bandes spectrales qui permettent d'identifier des informations différentes, et donc on manipule ces bandes pour sortir des informations. Sur les fournisseurs d'images satellites, il y en a 4 principaux, on va dire. L'Agence spatiale européenne, avec les satellites Sentinelle. Celui qu'on utilise le plus d'ailleurs c'est plutôt Sentinel-2 qui permet d'avoir des images relativement détaillées à l'échelle des zones urbaines, mais évidemment comme tous les satellites optiques qui est soumis déjà au soleil, puisque avec ce type de satellite on ne capte que ce qui est éclairé par le soleil et c'est la lumière du soleil qui renvoie des ondes et en fonction de la longueur de ces ondes on a une information différente. Mais évidemment, on est soumis aussi aux aléas de la couverture nuageuse. Et là, j'ai récupéré toutes les images disponibles sur plusieurs mois. Et on voit bien qu'il y a quand même assez peu d'images exploitables. Enfin, en tout cas, exploitables pour savoir précisément ce qu'il y a en dessous. Donc ça fait partie des aléas qu'il faut prendre en compte quand on veut des images. On n'a pas forcément l'image de la semaine d'avant et celle d'avant exploitable de la même manière. Un autre satellite intéressant pour les médias, c'est Sentinel 5P qu'on a beaucoup utilisé au moment du confinement, puisque vous vous souvenez qu'on avait constaté, grâce aux images de Sentinel 5P, que les émissions de dioxyde d'azote avaient fortement baissé du fait de la baisse d'activité industrielle et de la circulation. Et il y a pas mal de rédactions qui continuent à regarder ce qui se passe avec le dioxyde d'azote, parce que c'est quand même assez intéressant d'identifier différentes zones en France. Et on n'imaginait pas que Paris était à ce point émetteur de dioxyde d'azote. Et on pensait que c'était un peu mieux réparti entre les grandes métropoles. L'autre grand pourvoyeur d'informations satellites, c'est Landsat, le bureau, l'USGC, je crois. Enfin, c'est Geological Survey américain qui exploite notamment un satellite assez connu qui est Landsat 8 et qui comme ses homologues européens diffusent des données gratuitement. Donc c'est pour ça qu'elles sont souvent utilisées dans les médias. Voilà, Landsat, c'est aussi des satellites optiques multispectraux qui permettent d'avoir différents types d'informations. Les données de Landsat 8 sur les zones de chaleur ont notamment été utilisées ces derniers mois sur les zones les plus chaudes dans les zones urbaines. Ça, c'est Laurent, notamment l'agence d'urbanisme de Nantes, qui a utilisé ces données. C'est une source d'information nouvelle aussi pour les journalistes qui commencent à regarder de plus près qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces données Landsat 8 sur les différentes villes en fonction des années. Donc ça, c'est du travail en cours. Essayons de récupérer les données des années précédentes et d'identifier des zones un peu oubliées qui effectivement sont émettrices de chaleur parce que peu végétalisées. Voilà. Et puis les fournisseurs d'informations satellites privés, comme Airbus notamment,
avec là des définitions bien plus intéressantes que celles de Sentinel ou de Landsat, puisqu'on est sur des définitions de 50, voire en dessous, 50 cm par pixel, 50 voire 30 cm. Donc Airbus, avec ses satellites Pléiades et les derniers nés Pléiades Neo, avec des définitions, vous voyez, parfaites pour identifier par exemple une activité humaine, là c'est autour des pyramides de Gizeh. Planet Labs, avec là aussi des satellites d'une extrêmement bonne définition, encore payante, et Maxar, qui est sans doute un des plus gros pourvoyeurs d'informations et d'informations satellites, avec là aussi des satellites optiques qui permettent d'avoir des informations autour de 30 cm par pixel, soi-disant 15 cm, mais en fait retravaillé, hein, c'est pas du 15 cm par pixel. En revanche, Maxar, même si c'est une entreprise privée, a une politique de partage d'images satellites assez intéressante pour les médias, pour les chercheurs, pour les activistes. Ils mettent à disposition librement des photos de très haute résolution en fonction de l'actualité. Et ils ont notamment collaboré sur plusieurs enquêtes qui ont été récompensées par des prix Pulitzer. Et une autre source intéressante et un peu négligée, qui sont les données radar, puisque les satellites avec des capteurs radar permettent de s'affranchir du problème de la nuit, du jour, des nuages, et donc d'aller chercher des informations ultra précises, avec là aussi, comme Capella qui exploite des satellites de très haute définition radar, qui ont permis, par exemple, aux médias India Today d'identifier, de prouver que l'armée chinoise était en train de s'établir à la frontière de l'Himalaya pour s'installer, prévenir un conflit avec l'Inde. Parmi les outils, les outils utilisables pour des rédactions un peu avancées avec une équipe de data journalistes, Google Earth Engine est un bon compromis, parce qu'ils vont chercher des données, à la fois des données libres de Landsat, du projet Copernicus de l'ESA, mais aussi des données de Maxar. Google Earth Engine, qui permet d'aller très loin, d'importer des scripts, de manipuler les données. Mais mon préféré, c'est quand même IO Browser, qui est maintenu par une entreprise privée de Slovénie, de Ljubljana, ouais, c'est ça, qui a été créé à Ljubljana et qui est financé, soutenu par l'Agence spatiale européenne, et qui permet là aussi d'aller chercher des données de différentes sources. Et je vais essayer d'aller dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, IO Browser, ça se présente comme ça. On a les différentes sources d'informations. On peut prendre par exemple un Sentinel-2 et faire une recherche sur, disons, les 2 derniers mois. Hop, on va mettre les deux. Alors pourquoi il me met... Ah oui, alors, attendez. On peut identifier, on peut demander des images qui sont pas trop couvertes par les nuages. Là, en l'occurrence, on va demander des images et on va juste élargir la fenêtre. Alors, je ne sais pas ce qu'il me fait. Eh ben, on va ajouter du Sentinel-1, mais c'est étrange. Forcément, ça marche jamais hein, quand ça. Allez, on va mettre du Landsat 8, juste pour la démo. Alors, il y a vraiment un problème sur le. Il y a vraiment un problème sur mon compte. Il faudrait que je rafraîchisse la page, mais comme il reste plus qu'une minute, on va aller beaucoup plus vite. Hop. Beaucoup de ressources aussi sur des scripts déjà faits, notamment par des gens qui travaillent dans la télédétection, mais aussi des équipes de soutien à des médias. Par exemple, pour identifier des zones couvertes par la végétation dans les zones urbaines, des scripts qui permettent d'identifier facilement, comme on l'a vu tout à l'heure, non seulement les zones incendiées en forêt, mais aussi les fronts, puisque vous savez que quand il y a un feu, les nuages couvrent tout. Enfin, en tout cas, la fumée couvre tout. Avec certains scripts, on arrive à identifier aussi les flammes sous la fumée. Et puis juste un mot sur le machine learning qui commence à être pas mal utilisé dans les médias. Ça, c'est un exemple tiré d'un média ukrainien qui a essayé d'identifier sur une superficie assez grande de 70 000 km² où se trouvaient les puits illégaux d'extraction d'ambre qui posent un problème environnemental assez sérieux. Et
ils ont essayé d'être exhaustifs, donc ils ont téléchargé des dizaines de milliers d'images satellites et ils ont travaillé un script pour identifier, reconnaître ce qui est des trous d'extraction d'ambre. Donc ça demandait une centaine d'heures de calcul, mais ils ont réussi à identifier toutes ces mines illégales. Un autre exemple de machine learning, mais là aussi, parce que je parlais de collaboration, faire du machine learning dans une rédaction, c'est quand même assez compliqué. Généralement, on fait appel à des sociétés externes. Là, en l'occurrence, je voulais utiliser le travail qu'avait fait Kermap, qui est une entreprise rennaise et qui a notamment, par machine learning, avec l'aide de l'IGN, je crois, travaillé sur les données de végétation fine à l'intérieur des villes, parce qu'on sait assez bien où sont les parcs, où sont les allées bordées d'arbres, mais quand on veut intégrer aussi les jardins privés, c'est assez compliqué. Donc ils ont identifié dans plein de grandes villes les zones végétalisées au mètre carré ou à 5 mètres carrés près, et en identifiant bosquets, arbres, herbes. Voilà. Et donc ces données-là qui étaient disponibles, qui n'avaient pas encore été utilisées dans un projet de data journalisme, j'avais essayé de les retravailler en les croisant avec d'autres données. Et c'est là qu'on parle de data journalisme, c'est quand on les croise avec d'autres données. Donc là, en l'occurrence, elles sont croisées avec un carroyage INSEE à 200 mètres et elles ont été aussi comparées avec des données socio-économiques sur ces carroyages pour voir quel type d'informations et quelles évolutions existent dans la couverture végétale en fonction des zones urbaines. Voilà, j'ai accéléré un petit peu parce que c'est la fin. Je voudrais juste laisser un peu de temps aux questions s'il y en a. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Je voulais juste vous demander à quel point vous trouvez ça difficile de récolter ces données, à quel point les entreprises et puis l'Agence spatiale européenne, de ce que je comprends, se sentent impliquées là-dedans et à partager en open data ce genre de choses. Alors, il y a une démarche de partage en open data de la part des autorités américaines, enfin du Geolocal Survey aux États-Unis et de l'ESA, qui est juste fabuleuse. Ils dépensent beaucoup d'argent pour que ce soit utilisé, mais c'est le cas aussi de pas mal de programmes open data dans les grandes collectivités, où ils dépensent beaucoup d'argent pour mettre les données accessibles. Elles sont finalement assez peu utilisées par les médias, trop peu, je trouve. Donc on ne peut rien leur reprocher, au contraire, ils dépensent beaucoup d'argent. Et juste d'ailleurs, pour faire le lien avec les entreprises privées, l'ESA finance des abonnements aux fournisseurs de données privées comme Maxar, notamment. Donc on peut faire une demande à l'ESA en tant que média, en tant qu'ONG, pour dire donnez-nous de l'argent pour prendre un abonnement sur les... Donc oui, un comportement très volontaire, très ouvert de la part de l'ESA. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'on peut considérer que n'importe où dans le monde, du coup, on peut accéder aux images satellites? Que tout le monde peut accéder aux images satellites? Alors n'importe où dans le monde, des images de n'importe où dans le monde? De n'importe où sur le globe. En fait, ma question peut même aller plus loin. Est-ce qu'on pourrait accéder à des images d'une base militaire où n'importe qui peut y accéder? Oui, parce que c'est le cas, notamment sur les images qu'on a vues, les images radar de Capella Space, où c'est des installations militaires chinoises. Et d'ailleurs, elles sont avant tout utilisées pour ça. Après, tout dépend des accords qui peuvent exister. Par exemple, je ne sais pas quel est le type de lien entre Maxar et les autorités américaines. Est-ce qu'ils demandent à Maxar de ne pas commercialiser certaines zones qui comprennent c'est fort possible, mais c'est déjà le cas en France, avec des zones qui sont volontairement masquées parce que c'est des installations militaires françaises. Donc non, c'est pas possible d'avoir toutes les zones pour ces raisons-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller le plus souvent possible à la source plutôt que d'attendre des données partagées. Enfin, si je pose cette question, c'est que là, vous nous avez présenté des cas plutôt bienveillants. On peut imaginer qu'il y a des cas malveillants qui utilisent les mêmes stratégies ou même les mêmes images. Oui, tout à fait. Pour identifier, pour traquer des gens aussi, pour identifier des travaux faits sur une propriété privée. Oui, tout à fait. La question de la protection de la vie privée se pose effectivement avec ce type de données. Ouais. Merci. Peut-être plus. Ouais. Oui, bonjour et merci. Du coup, des acteurs comme la Chine qui sont très forts dans le spatial aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent à brouiller des satellites justement parce que ça ne les arrange pas qu'on voit des zones? Alors, je ne sais pas comment ils pourraient faire pour brouiller des... Ouais. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer comment ils pourraient brouiller des ondes lumineuses qui partent de chez eux.
Parce qu'en fait, c'est ça, à part les empêcher de toucher le sol, attraper les rayons du soleil. Pareil pour le radar, hormis mettre des revêtements qui empêcheraient peut-être de... Mais je vois pas. Non, justement, c'est pour ça que c'est une des dernières sources d'information dans ces zones complètement fermées, c'est les données radar, les données satellites optiques multispectrales. De ce que j'ai compris, les sujets, c'est un petit peu de l'opportunisme, dans le sens... C'est pas du tout dit de manière négative, mais dans le sens où Kermap, il y avait la donnée à dispo, donc ça permet de faire un article. Oui. Je pense à la photo que vous nous avez montrée, où ils ont découvert qu'il y avait potentiellement un camp d'internation en Chine. Oui. J'imagine que le journaliste ne s'est pas amusé à faire défiler toutes les photos de la campagne chinoise jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Donc c'est un peu la question pour moi que je me pose, c'est comment vous arrivez à trouver des sujets un petit peu pertinents, sachant que vous êtes, entre guillemets, un peu dépositaire des projets de recherche qu'il peut y avoir, surtout tout ce qui est télédétection, où très souvent c'est porté par des bureaux d'études ou des instituts de recherche, notamment je pense à de l'agronomie, ou etc. Oui. C'est pour ça que la question d'identification d'un projet éditorial est absolument capitale. Il y a des gens qui disposent de masses de données, qui ne savent pas quoi en faire, mais qui seraient capables d'en faire quelque chose si on leur donnait des idées, mais simplement, quelles questions on pose ? C'est la question, par exemple, sur les camps d'internement chinois, c'est on a eu une alerte disant que chez les Ouïghours, ça ne se passe pas bien, il y a des problèmes, ils n'arrivent pas à sortir du pays, il semblerait qu'il y ait des camps d'internement. Ok, à quel endroit ils ont pu être construits ? Après, la question, c'est à quel endroit il y a eu des changements de construction rapides. Et ça peut être détecté assez facilement aussi, pareil, par machine learning, sur plusieurs photos, imaginez des changements rapides. En fait, on resserre toujours, mais évidemment qu'on choisit. C'est pas vraiment par opportunisme, parce que, par exemple, pour les données de Kermap, c'est un sujet qui intéresse les journalistes qui s'intéressent à l'environnement depuis un moment. Où sont les zones vertes, et puis effectivement c'est un concours de circonstances. Ah tiens, une boîte rennaise est en train de travailler sur ce sujet, mais où sont leurs données ? Ok, c'est des données payantes, mais il y a peut-être des accords avec des collectivités. Ah, Rennes, ok, allons voir Rennes, quoi. Effectivement, il y a une part d'opportunisme, effectivement toujours dans ces projets, mais c'est une stratégie d'entonnoir quand on essaie d'aller au plus. Merci beaucoup. Merci. Merci.